Après vous avoir parlé de mes déceptions de 2022, c'est normal que je retourne un peu du côté positif et que je vous présente les surprises de 2022. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo des jeux de 2022. Alors oui, ça fait beaucoup de vidéos qui vous parlent des jeux de l'année, mais c'était un peu ma façon de faire pour pouvoir vous parler d'un maximum de jeux différents. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être mon top 6 de mes jeux surprises de 2022. Alors comme à l'habitude, je vous explique toujours un peu le cheminement que j'ai pris pour pouvoir en arriver à cette liste-là. Alors premièrement, je le répète toujours, mais je me base toujours sur les jeux qui sont sortis en 2022 selon la base de données de Board Game Geek. Et pour ça, les surprises, c'est un peu difficile de différencier quel jeu était une surprise, quel jeu se méritait une place dans mon top. Donc je suis allé vraiment avec mon feeling intérieur des jeux pour lesquels mes attentes étaient relativement basses et qui ont excédé complètement justement ces dernières. Donc c'est des jeux que je ne pensais pas que j'aimerais autant et lorsqu'un jeu me fait une telle impression, c'est là-dessus que je me base pour ma liste. Donc, on va y aller immédiatement avec mon top 6 de mes surprises de 2022. Numéro 6. En sixième place, c'est le jeu Ascension Tactique, un miniature deck building game. Alors, ça fait beaucoup d'éléments à prendre dans ce titre-là. Alors, Ascension est un jeu de deck building qui est sorti il y a plusieurs années. Il y a eu une tonne d'extensions. C'est un jeu qui était reconnu pour son style visuel assez unique. Donc, Ascension Tactique reprend l'essence même du jeu de Ascension, le deck builder, mais va rajouter un petit mot, le mot miniature, qui est jumelé avec le mot tactique. Donc, c'est certain que ça fait toujours penser au jeu vidéo Final Fantasy Tactique. Donc, c'est un jeu de combat, en fait, mais le but sera pas nécessairement d'annihiler l'autre joueur. Donc, on a une composante physique du fait qu'on va déplacer certains monstres qu'on va summoner, donc qu'on va aller sortir, et on va devoir aller chercher des points de pouvoir. Et là, pour ce faire, on va devoir contrôler différentes zones. Il y a plusieurs missions qui s'offrent à nous pour ce jeu-là. La raison pour laquelle le jeu m'a surpris, c'est que je m'attendais pas à grand-chose. Bon, j'avais déjà joué à Ascension, le jeu de cartes. J'avais bien aimé, mais j'ai toujours pensé que Dominion était probablement supérieur. C'est un jeu que j'ai joué beaucoup sur mon application mobile. J'ai joué beaucoup sur mon cellulaire. J'avais bien aimé, mais pas assez pour jamais acquérir le jeu ou avoir les différentes extensions qui pouvaient s'offrir. Donc, lorsque j'ai vu Ascension Tactique, je suis comme, ok, j'aime bien les jeux de skirmish. Les jeux de combat justement là, à 2 joueurs, et j'aimais l'idée que le jeu nous proposait plusieurs scénarios disponibles avec une mise en place qui était relativement simple parce que d'un côté du plateau, il se trouve la première mission qui est comme pré-imprimée dessus. Lorsqu'on tourne le plateau de jeu, on peut fabriquer certaines missions, donc mettre des obstacles, mettre des arbres, des choses comme ça. Mais ce qui m'a vraiment fasciné par le jeu, c'est que on garde le côté deck builder, donc avec une rivière, mais on a une espèce de composante physique du fait qu'on va devoir déplacer nos choses, donc un aspect tactique, ça le dit dans le titre du jeu, qui m'a vraiment surpris. Une autre chose que je trouve drôle, c'est que le jeu a le mot miniature dedans, alors que le jeu utilise des standees. Pour ma part, j'ai aucun problème, j'adore les standees. La version Kickstarter avait des miniatures, en fait, des grosses figurines qui avaient... c'est pas nécessaire et même moi je suis content d'avoir les petits standees, je trouve ça plus fonctionnel, c'est plus facile à sortir aussi et l'élément que lorsqu'on va commencer la partie, on va avoir différentes factions, différentes personnages comme ça qu'on va pouvoir aller chercher. Donc j'ai vraiment trouvé que le jeu était vraiment super, un jeu que j'aime beaucoup. J'ai pas énormément joué à des scénarios différents, j'ai refait le premier scénario plusieurs fois, un scénario que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est vraiment un jeu qui m'a surpris, je m'attendais vraiment pas à ce que je l'aime autant et je sais qu'il y a une nouvelle extension /standalone Inferno qui va sortir sur Kickstarter très bientôt. C'est certain que je vais y jeter un coup d'œil. Numéro 5. En cinquième place, c'est un tout petit jeu qui s'appelle Sea Salt and Paper. Alors, Sea Salt and Paper était sorti, je crois, sur Board Game Arena, où il y a beaucoup de gens qui ont joué. Bon, n'étant pas un adepte de BGA, moi, j'y avais pas joué. Donc, lorsque j'ai eu l'occasion d'y jouer pour la première fois, je crois que c'était au Delirium. Oui, c'était au Delirium ludique que j'ai pu profiter de pouvoir faire une partie. Et j'ai vraiment aimé ce jeu-là. C'est un petit jeu de cartes. Je pense que c'est un jeu sans trop de prétention, mais il y a une belle présentation visuelle. Mais ce qui devient vraiment amusant, c'est que, bon, on a des cartes, on va devoir faire des
points, on a certaines combinaisons, mais c'est l'élément de push your luck qu'on doit faire. Je m'explique. Lorsqu'on a 7 points, on peut déclarer la fin de la manche, donc pour histoire de marquer des points. Et là, si on déclare la fin de la manche, on va simplement montrer notre main. Tous les joueurs vont faire des points de victoire et ça se pourrait qu'on soit pas nécessairement le joueur qui en sorte gagnant. Mais si on le désire, on peut décider de garder peut-être un peu plus de points et de donner une dernière chance à tout le monde. Et là, lorsqu'on va utiliser la dernière chance, à ce moment-là, les autres joueurs vont tous avoir un autre tour de jeu, donc ça se pourrait qu'ils réussissent à vaincre votre score. Mais si le score, on a réussi à le gagner, on va marquer des points bonus pour les cartes de couleur qu'on va avoir. Et à l'instar, les autres joueurs vont également marquer moins de points. Donc, on a vraiment une espèce de côté, mais malheureusement, si on ne réussit pas le pouce à chance, donc si il y a un autre joueur qui a plus de points que nous, à ce moment-là, on va juste faire les points pour la couleur. Donc, on a une espèce de petit côté de bluff qu'on va essayer de lire un peu la table, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est, des cartes avec des usages intéressants, une présentation visuelle. Donc, c'est des cartes avec un visuel d'origami que je trouve absolument magnifique. Donc, tout ça vient dans une toute petite boîte qui offre vraiment beaucoup de plaisir avec Sea Salt and Paper. Numéro 4. En quatrième place, c'est le jeu Longshot de Dice Game. Alors, Longshot avait déjà eu une autre version qui avait étrangement des dés dedans, mais je m'attarde vraiment à la version de Dice Game, qui est une version un peu roll and write. Donc, c'est une course de chevaux et c'est un jeu qui se joue jusqu'à 8 joueurs. Et j'ai eu l'occasion d'y jouer très souvent à 8 joueurs parce que c'est un de mes go-to quand je m'en vais en convention. Quand je m'en vais en convention ludique, c'est un jeu qui est rassembleur. On peut facilement l'expliquer rapidement. Il est très simple d'approche et j'ai toujours eu l'occasion de pouvoir réussir à faire des grandes tables et d'amener des joueurs pour pouvoir le découvrir. Donc, c'est un jeu de type roll and write où on va brasser un résultat, on va avancer des chevaux, donc c'est une course de chevaux, et là, on va pouvoir appliquer le résultat. Donc, sur plusieurs choses, on a une petite piste qu'on va pouvoir, qui est un équivalent de bingo qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire des petites marques pour avoir des bénéfices si jamais les autres chevaux avancent. Donc, on a vraiment plein de petites choses et à la base, c'est un jeu de mise, donc d'enchères qu'on va pas d'enchères, mais de mise sur une course de chevaux. Donc, on va miser sur les différents poulains et on va tenter d'avoir le poulain gagnant pour rapporter un maximum d'argent. Le jeu vient avec plein de petites choses intéressantes, mais je pense que mes attentes étaient tellement basses. La première fois que j'ai joué, je faisais comme hey, c'est vraiment bien pensé. Au début, j'étais vraiment pas convaincu. Quand j'ai vu le jeu, j'étais comme ça n'a pas l'air de grand-chose, un énième roll and write, mais j'ai vraiment été surpris. Ceci dit, j'ai pas joué souvent avec un faible nombre de joueurs. La plupart du temps, j'essaie de jouer avec le plus de joueurs possible et je pense que c'est ça qui donne vraiment du cachet. Oui, les fins de partie sont très chaotiques parce que on peut avancer et reculer les chevaux et là, lorsqu'on est beaucoup de joueurs autour de la table, ça arrive souvent qu'il y a la tension, donc les fins de course sont toujours très enivrantes. J'adore ce jeu-là et c'est la raison pour laquelle il fait mon top. Numéro 3. En troisième place, je reste encore dans la thématique des courses de chevaux parce que c'est le jeu Ready, Set, Bet. Encore une fois, Ready, Set, Bet est probablement un jeu de ce que j'appelle un jeu de convention. C'est un jeu rassembleur. Le but étant de me ramasser quelque part, de faire le centre de l'attention et de demander à tout le monde de venir jouer parce que c'est un jeu que je n'ai étrangement pas joué. C'est un jeu que j'adore animer parce que oui, c'est un jeu de course de chevaux en temps réel où les joueurs vont devoir miser en temps réel sur les différents poulains. Donc, on peut utiliser une application qui a l'air de bien faire le travail, mais ça remplace pas quelqu'un qui colle la shot comme moi. Alors, je dois avouer, j'adore animer ce jeu-là du fait que il va y avoir une course de chevaux qui va se faire et là, simplement, je brasse les dés et j'avance les chevaux et j'essaie d'animer ça le plus que je peux. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Je dérange énormément les gens autour de moi et j'ai l'impression que tous les joueurs qui jouent habituellement à ce jeu-là ont beaucoup de plaisir. Mais c'est un plaisir qui se trouve à être rassembleur du fait que je jouerai pas non plus avec seulement 2 ou 3 joueurs. Il y a également une façon de pouvoir avoir un joueur qui colle la shot en étant participant, mais moi, j'aime vraiment ça, voir tout le monde qui se lance. Alors, oh, le C c'est en feu et là, tout le monde se dépêche d'essayer de miser. C'est vraiment un jeu que j'adore. Une belle surprise pour moi. C'est vraiment un jeu de convention. Je pense que je vais le traîner à chaque convention que je vais faire et je vais venir déranger les gens avec ça, mais j'ai toujours énormément de plaisir à pouvoir y jouer. En fait, à pouvoir y jouer, à pouvoir l'animer. C'est le jeu Ready, Set, Bet. Numéro 2. En deuxième place, on retrouve un jeu de Marvel qui s'appelle Marvel Remix. Alors je le sais, lorsque j'ai fait ma vidéo de mon top 6 de mes extensions / rééditions, j'ai pas assez proche de le mettre là, mais je pense que je préférais le mettre dans mes surprises parce que c'est une réédition du jeu Fantasy Realm. Fantasy Realm est un jeu que j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça le fun, le décompte des points était
un peu difficile à la fin, un peu long, je dirais, mais c'est un jeu que j'avais bien apprécié. Ceci dit, j'avais fini par vendre ma copie, j'avais fini par passer à autre chose. Lorsque j'ai vu que WizKids préparait une version marvelisée du jeu, j'étais tout de suite intrigué parce que le thème se prête tellement bien. Alors, la base, c'est très simple. On va piger une carte et défausser une carte jusqu'à temps qu'il y ait 10 cartes au milieu. À ce moment-là, on va comptabiliser notre main. On a 7 cartes en main et à la fin de la partie, on va avoir 7 cartes en main qu'on va comptabiliser. Donc, on se magasine une main de fin de partie. Un peu comme Red Rising l'avait pris. D'ailleurs, Red Rising, ne se l'est pas caché. C'était basé sur Fantasy Realm. Mais on va devoir simplement piger dans les différentes pioches qu'il va avoir et on va se fabriquer, essayer de faire des combinaisons avec les cartes de notre main. Oui, il y a beaucoup de hasard là-dedans, mais j'ai incroyablement de plaisir à jouer à ce jeu-là. C'est un jeu qui prend une 10-12 minutes à jouer. C'est tellement simple, c'est tellement facile. Et le thème de Marvel vient vraiment donner beaucoup de cachet. Du fait que si on a des cartes de Wakanda ensemble, ils vont marquer beaucoup plus de points. Les thèmes sont bien respectés, les cartes de mutants. Et le jeu vient avec des icônes. Et ces icônes-là font en sorte que la lisibilité est tellement simple, c'est tellement bien pensé. Donc si on a cette carte-là avec une carte de telle icône, on marque tant de points. Si on a cette carte-là, elle va doubler les icônes. Et là, on a vraiment plein de choses de même et c'est fait avec le thème de Marvel qui se prête incroyablement bien à ce type de jeu. Donc, c'est vraiment facile à lire. Les icônes viennent vraiment donner plus de lisibilité au jeu et je pense pour ma part que c'est vraiment la version ultime de ce jeu-là. J'aimerais beaucoup voir des éventuelles extensions, qui sait de ça. Je sais pas s'il va en avoir, mais sinon, Marvel Remix, encore une fois, une petite boîte qui facile à sortir, on peut jouer avec 4 joueurs, ça prend même pas une quinzaine de minutes. On a vraiment des décisions qui sont intéressantes et oui, il y a du hasard, mais c'est pas grave. Si on réussit pas à avoir notre shot, ben souvent on va pouvoir simplement refaire une partie. Donc Marvel Remix en numéro 2. Numéro 1. En première place, c'est un jeu qui m'a étonnamment surpris, hein? C'est d'ailleurs le but de la liste, mais ce jeu-là, c'est vraiment drôle parce que lorsque je l'ai regardé, je me suis dit non, ça peut pas être vraiment bon. Le jeu, c'est Challengers. Et là, je vous explique pourquoi. Premièrement, le visuel de la boîte, très sceptique. On dirait presque un tournoi de golf avec un T-Rex puis un gros canard. Le visuel est très bizarre, je pense, à première vue. Cependant, c'est un jeu de capture the flag, donc on va aller chercher le drapeau. Et lorsque j'ai lu les règles, non, je me suis dit, je comprends pas le plaisir que ce jeu-là peut apporter. Je suis vraiment pas convaincu. Parce qu'à la base, c'est un deck builder où on va tenter de faire un tournoi, donc idéalement à jouer jusqu'à 8 joueurs. Et là, les joueurs vont avoir un plan de tournoi. Ils vont faire 7 parties. Ensuite de ça, les joueurs avec le plus de points vont s'affronter en finale pour déterminer un grand gagnant. Donc, l'idée de base est intéressante, mais lorsque j'ai lu les règles, je me suis rendu compte que les parties, les mini-parties qu'on va faire, les duels, sont très limités parce que on va jouer simplement notre deck, on n'aura pas de carte en main, on n'aura pas de pouvoir décisionnel, donc on va peser sur play et on va avoir un auto-battle qu'on pourrait dire. Et là, je me disais, non, je comprends pas le fun. C'est magique de jouer à ce jeu-là. J'ai joué, encore une fois, un jeu de convention, souvent à 8 joueurs. Je sais que le jeu peut se jouer même en solo, mais je pense que le cachet vient vraiment du fait qu'on est beaucoup de joueurs à faire des petites parties, on s'échange de place, on change ça comme ça. Le but, c'est de calculer, de réussir à se rendre en finale. Et je pense que cet élément-là est vraiment super. Mais le côté qui m'a vraiment surpris, c'est que oui, malgré le fait que les parties soient sur l'autopilote, qu'on vire simplement les cartes, on n'a pas de décision à prendre, mais les décisions se font entre les parties. Lorsqu'on va construire notre deck, et là, on va piger un certain nombre de cartes, donc il y a des cartes A, B et C, et plus la partie va avancer, et plus les cartes vont être fortes, mais c'est le contrôle autour de notre deck qu'on va pouvoir faire, parce qu'on peut se débarrasser des cartes, on peut piger 5 cartes, en choisir 2, et là, on va pouvoir même faire un mulligan, ce qu'on appelle, là, si jamais les 5 cartes nous plaisent pas, on les défausse, on en pige 5 autres, donc on a beaucoup plus de contrôle sur notre deck que ce que le jeu peut nous laisser croire, et c'est ces décisions-là qu'on va faire de choisir un deck avec certaines cartes qui vont être fortes, des cartes uniques, des cartes qui vont être multiples. On a vraiment beaucoup de contrôle sur ce qu'on va faire, mais le tout est vraiment bien pensé. Donc, mes attentes étaient très nulles pour ce jeu-là. Vraiment, j'étais vraiment pas convaincu. Je me suis dit, je vais l'essayer quand même et je suis vraiment content de l'avoir fait parce que c'est ma grosse surprise de 2022. Un jeu qui avait le potentiel d'être complètement désastreux avec un concept assez bizarre, mais finalement, je pense que c'est vraiment réussi. Oui, le design graphique
la boîte aurait peut-être pu être changée. Puis c'est drôle autant que je trouve ça bizarre, comme un peu ça tire à gauche et à droite, mais ça marche sur les cartes. Je trouve que le design des cartes est assez minimaliste, du fait que les images, ça marche bien. Et je pense que pour toutes ces raisons-là, font en sorte que Challengers a été pour moi ma surprise de 2022. Et voilà, ça fait le tour de mes surprises. Maintenant, je veux savoir, vous, quelles sont vos surprises de 2022? Les jeux que vous avez aucune attente et que finalement vous avez fait « Wow! Je m'attendais pas à ça. » Parce que, veut pas, on entend souvent parler des grosses sorties, des gros jeux, mais tous et chacun, on peut avoir nos petites découvertes, les petits jeux qui nous ont vraiment fait de quoi à l'intérieur en disant là, « Wow! J'ai vraiment l'impression d'avoir découvert un petit pépite ou ce jeu-là pour moi, peut-être pas pour les autres, mais pour moi, j'ai vraiment été surpris. » Je veux le savoir dans les commentaires. Je me plais toujours à lire tous les commentaires, de pouvoir peut-être même découvrir des jeux et de pouvoir les essayer pour ensuite vous en reparler. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! 1, 2